Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Dernière évaluation des politiques et des institutions nationales de la Banque mondiale, le Bénin se classe en deuxième place au plan africain au profit de 39 pays éligibles à l'assistance de l'Association internationale de développement en Afrique subsaharienne. Le Bénin passe de 3,8 en 2022 à 3,9 en 2023. Des précisions dans cette édition. 22 lauréats décorés par la Fondation Kids Speaker Programme, la 5e édition du concours d'art oratoire. Leur voix porte a connu son épilogue ce dimanche 4 août 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Occasion pour les nouveaux lauréats de démontrer leur talent d'orateur et d'oratrice. Le point de la cérémonie dans ce journal. Fin de la phase finale de la compétition Bénin eSport League 2024. La compétition fait suite aux phases de zone du Sud, Centre et Nord. Les vainqueurs des différentes catégories représenteront le Bénin à 2 compétitions. On en parle dans ce 19h. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays se hisse en deuxième place au plan africain dans la dernière évaluation des politiques et des institutions nationales de la Banque mondiale au profit de 39 pays éligibles à l'assistance de l'Association internationale de développement en Afrique subsaharienne. Le Bénin passe de 3,8 CPIA en 2022 à 3,9 en 2023. Selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, le CPIA a évalué sur une échelle de 1 à 6 le cadre politique et institutionnel de chaque pays éligible à l'IDA pour favoriser la réduction de la pauvreté, la croissance durable et donner une indication de la capacité à utiliser efficacement l'aide au développement. Cette performance du Bénin s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue sur les 5 dernières années, indique le communiqué. Les progrès constatés relèvent notamment des volets politiques structurels, politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, protection sociale et main-d'œuvre, gestion et institutions du secteur public. Autre information dans cette édition, liberté provisoire sous cautionnement accordé à l'ex-directeur général de l'ABSSA, entendez l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, Epiphane Rossou et son collaborateur dans l'affaire Ananas contaminée. Ainsi en a décidé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce lundi 5 août 2024 suite à la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par les avocats des mises en cause. Dans sa décision sur cette affaire, la juridiction spéciale a astreint les prévenus à verser un cautionnement de 200 000 francs CFA chacun avant de retrouver leur liberté. La Cour a renvoyé la procédure au 18 novembre 2024 pour la poursuite des débats. À cette prochaine audience, le juge a convoqué le directeur de la production végétale du ministère de l'Agriculture. Pour rappel, les mis en cause sont poursuivis après le retrait de l'ananas béninois des supermarchés en France pour contamination chimique présumée. Les 3 prévenus sont poursuivis devant la Cour pour abus de fonction et fausse attestation. Dans un autre registre, un hommage professionnel solennel a été rendu à feu François-Xavier Anlim-Noumon, journaliste, présentateur, animateur et chroniqueur de E-Télé, décédé le 22 juillet dernier suite à un accident de circulation. C'était ce vendredi 2 août 2024 au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Recueillement, témoignages et communication ont meublé cette séance. Quentin Amoussou y était, voici son récit. Décédé le 22 juillet dernier des suites d'un accident de circulation, un hommage professionnel solennel a été dédié au regretté confrère de E-Télé, François-Xavier Noumon,
dans l'après-midi de ce vendredi 2 août 2024. J'avoue que depuis ce 22, je retourne la scène et je me dis que j'avais envie de ça, j'avais envie de me libérer. J'étais avec lui moins d'1 heure avant l'accident. Et si j'avais pu le pousser, le brutaliser, peut-être qu'il serait encore vivant. Mais est-ce que son heure n'avait pas sonné? Bon, on peut avoir tous les remords possibles. Après coup, on peut dire tant de si, après coup. Mais si l'honorable l'avait trouvé fatigué, il n'a pas tort. Je lui ai souvent dit, tu te fatigues. Mais c'est celui qui est prêt à me demander à 23h et si on faisait une émission spéciale. Plusieurs actions ont été menées en hommage du regretté chroniqueur, animateur et présentateur télé. Carlos est décédé le 15 janvier 2024. Donc nous réfléchissions à l'orientation nouvelle. Lorsque Xavier est parti, je me suis dit, il y a une similitude entre les deux. Promouvoir le centre Jérôme Carlos seul n'avait plus de valeur. J'ai pensé, avec les amis avec lesquels nous travaillons, que nous allons immortaliser à notre manière et poursuivre à notre manière ces réflexions sur ces 3 vertus dont j'ai parlé tantôt, à notre manière. Xavier et moi, je pense que nous partageons au moins ça, comme j'ai dit, le développement de notre pays. Il a une fille de 3 ans. Pourquoi, si elle, dans 10 ans, on ne lui dirait pas que son papa, quand elle va regarder ce centre, Carnum Media Institute, il va voir la photo de son papa, on dira oui, c'est ce qu'il fut, un homme de culture, un journaliste, dévoué au développement, à la diversité et à la paix. Ils sont plusieurs à se déplacer au centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou pour témoigner les qualités du journaliste disparu. Je n'ai pas de relation particulière avec lui. J'ai eu des relations professionnelles avec lui. Dans un cadre avec le directeur de la télévision, j'ai surpris un de ses témoignages. Nous étions dans un cadre intime par ailleurs, et il disait qu'il a eu la chance de rencontrer dans sa vie Xavier Noumon. C'est le mot qu'il a utilisé, parlant donc de son organe. Il a parlé en termes de chance. Et puis après, de loin, j'ai vu le monsieur, j'ai observé le monsieur. Prière, communication et projection de films ont meublé cette journée d'hommage professionnel. Ceci, après la messe à l'église Saint-François d'Assise de Fidjousset, le baptême du studio central de ETélé au nom de François Xavier Alim Noumon et une prière musulmane à la mosquée de Vedoko. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la Fondation Kids Speaker Programme a décoré 22 lauréats lors de la 5e édition du concours Leur Voix Porte. C'était ce dimanche 4 août 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Occasion pour les nouveaux lauréats de démontrer leur talent d'orateur et d'oratrice. Le point dans ce reportage signé Francis Farami. Ils sont au nombre de 22 orateurs juniors sur ce podium. Ce dimanche, la Fondation Kids Speaker Programme décore ses lauréats. Il s'agit de la 5e édition de Leur Voix Porte. C'est évidemment le plus grand événement que nous organisons l'année, la grande plaidoirie Leur Voix Porte. Et c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction et beaucoup d'engouement que nous mettons un thème en fait à cette année. C'est un plaisir pour moi en fait d'être
témoin de cet événement-là, en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur également, c'est tout un régal. Et cette satisfaction, les nouveaux orateurs juniors ne manquent pas de la partager. Je suis très heureuse parce que je viens de terminer enfin le parcours, même si j'ai un peu de tristesse parce que je vais devoir quitter tout ça, mais je reviendrai de temps en temps. Je suis très heureux d'avoir pu terminer mon parcours parce que les débuts n'étaient pas vraiment très faciles. Au départ, on avait beaucoup de stress pour monter sur scène. Parfois, les larmes coulaient. Occasion pour les parents des nouveaux orateurs de relever la plus-value de leur voix porte et d'en apprécier l'influence sur le parcours des enfants. Si avant de l'avoir inscrit, elle était à un niveau que je vais considérer comme 2 sur 5, aujourd'hui je la vois à 4 sur 5. Donc je l'ai vu évoluer de façon progressive et ça m'a plu énormément. J'ai regardé ma fille aller au KSP durant une année et je l'ai vu prendre de l'assurance et pouvoir lire un discours. Je vous donne un exemple. Il y a un mois, c'était son anniversaire et elle a tenu un discours de 10 minutes devant ses invités et ça m'a vraiment épaté. Et c'est avec ces genres d'action qu'on commence par quand même ressentir l'impact que la formation a sur nos enfants. Depuis sa création, la fondation KSP forme des centaines d'orateurs juniors. À présent, je vous invite à suivre les propos recueillis de quelques invités et parents d'orateurs juniors au sorti de cette cérémonie. Ils sont au micro de notre reporter. J'étais là dès le début, donc depuis la première édition, nous sommes porteurs donc de cette initiative avec toute l'équipe, avec coach Dildas et toute l'équipe. C'est une fierté pour nous chaque année de participer donc à cet événement Leur Voix Porte. Et on voit une nette amélioration en termes donc de prestance des enfants, en termes donc de capacité à maîtriser, à voir au-delà, n'est-ce pas, des sujets que les adultes même ont souvent l'opportunité d'évoquer. Quand on voit ces enfants parler de ces sujets-là, on se dit qu'il y a de l'avenir. J'ai été émue de voir ces enfants de si bas âge s'exprimer devant tout un public de 300 personnes sans avoir des frissons, sans avoir peur. J'ai été véritablement émerveillé de voir des enfants de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans, de 13 ans parler en public aisément. Moi, je n'ai pas eu cette chance et puis la petite histoire, j'ai commencé à parler en public en classe de terminale quand j'ai repris le bac. Je m'attendais à ce qu'elle puisse faire de meilleurs discours devant un oratoire. Je m'attendais à ce qu'elle puisse avoir maîtrisé l'art de l'oration, maîtriser l'art du discours, tout simplement. La particularité que j'ai plus aimée, c'est le fait de pouvoir montrer aux enfants qu'ils sont capables de faire des choses comme des adultes, qui sont capables de prester devant des gens, de prester bien devant un public inconnu qu'ils ne connaissent pas. Je la savais très timide, elle a l'image de ses parents. Et donc il fallait un cadre pour l'aider à faire sortir d'elle ce qu'elle avait. Et quand on a entendu parler de KSP, on n'a pas hésité à sauter sur l'occasion. Si avant de l'avoir inscrit, elle était à un niveau que je vais considérer comme 2 sur 5, aujourd'hui je la vois à 4 sur 5. Donc je l'ai vu évoluer de façon progressive et ça m'a plu énormément. Comme le disait un sage, si vous avez des valeurs à faire développer dans le monde, inculquez-les aux enfants. Donc je pense que les enfants sont d'excellents vecteurs pour porter beaucoup plus de compétences dans le monde à venir et c'est déjà très bien qu'ils puissent commencer très tôt, ce que nous avons commencé nous autres peut-être après le bac ou après la licence et cela contribue fortement à leur développement personnel et également à la contribution qu'ils apporteront au développement du pays, pourquoi pas de l'Afrique, voire du monde. Ce qui m'a le plus impressionné chez les orateurs aujourd'hui, c'est de les voir tellement confiants, c'est de les voir si jeunes, c'est de les voir si audacieux. Au KSP, je pense que déjà j'ai commencé à développer la facilité à m'exprimer devant un public que je ne connais pas, de pouvoir mieux articuler et d'avoir une certaine assurance devant un public pour faire passer mon message. Les changements sont là.
Et on remarque qu'elle a de plus en plus confiance en elle, elle s'exprime librement, ce que nous, à son âge, on n'avait jamais le courage de faire. Et le changement est remarquable, vraiment remarquable. Et je profite de cette occasion pour remercier toute l'équipe de KSP, tous les encadreurs, tous les coachs pour le travail qui se fait. Et si j'ai une prière à faire, c'est que ça continue et longtemps pour les générations à venir. Déjà, c'est une très belle expérience sociale. Ça permet de faire plus de connaissances, de se faire plus d'amis et ça permet de connaître des choses lors des sorties pédagogiques. Et puis on parle société à présent. Dans nos sociétés, il est de coutume que l'homme courtise une femme. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois apprécient le fait qu'une femme courtise un homme. Ils sont au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumé. Une femme peut courtiser un homme et une femme même courtise un homme. Et je pense que ça... Bon, vous savez, chez nous, on observe cette hypocrisie-là, je peux dire. Parce que même si une femme t'aime, bon, elle ne peut pas venir te dire qu'elle t'aime directement. Mais de par ses gestes, tu vas comprendre qu'elle t'aime. Nous sommes tous des hommes, on a tous vécu cela. Certaines femmes, à travers des gestes, peuvent banalement avoir un homme facilement. Facilement. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent déjà et avoir leur pain. Ils s'en foutent maintenant des hommes. S'ils veulent, c'est des hommes qui veulent qu'eux-mêmes maintenant peuvent cotiser. Ce n'est plus un homme qui va dire je veux te marier, je veux te marier. Si la femme aussi travaille bien, elle gagne son salaire, elle est libre de chercher l'homme qui veut. Elle ne sera plus couverte à un homme. Une femme qui a cotisé un homme, l'homme doit la prendre au sérieux. L'homme doit la garder jalousement. Essayer de faire le minimum pour que cette femme ne soit jamais déçue. C'est ça. Tant qu'une femme est en train de draguer un homme, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes dans le pays. Dès le début, c'était comme ça. C'est l'homme qui doit draguer la fille. Comment une fille va se lever, soit disant qu'il veut draguer un homme? Chez la blanche, elle est directe. Et quelque part aussi, bon, les gens m'ont raconté aussi, au niveau de la ville centrale aussi, bon, ça se fait aussi un peu là-bas. On parle sport à présent. Le comité de promotion du e-sport au Bénin a organisé le samedi 3 août 2024 la phase finale de la compétition Bénin e-sport League 2024. La compétition fait suite aux phases de zone du sud, centre et nord. Le reportage avec Aneldo. La phase finale du Bénin e-sport League 2024 a tenu toutes ses promesses. Organisée par le comité de promotion du e-sport au Bénin, cette dernière étape a connu la participation des 8 e-athlètes qualifiés dans les 3 catégories en compétition lors des phases de zone. Une première nationale qui s'achève en réussite. Je pense que c'est un parcours du combattant, c'est vraiment très épuisant, mais c'est très enrichissant. On a fait de nouvelles rencontres, on a vu des jeunes qui étaient dévoués, qui étaient acquis à la cause. En plus de ça, nous remarquons qu'il y a une envie d'être fédéré qui est mise en place. Tout ce que je peux dire, c'est une très belle expérience, quelque chose que j'ai vraiment apprécié et c'est clair que l'année prochaine, ça va se refaire. Normalement, tout ce qui nous reste à faire actuellement, c'est déjà de nous retrouver entre présidents, de parler des ratés ou des réussites et d'essayer de mettre en place des statuts et des règlements pour pouvoir passer en fédération. Cette initiative qui a pour but de permettre la vulgarisation des sports digitaux a révélé plusieurs talents et s'est fait ses tout premiers champions nationaux. Vraiment, j'ai eu l'impression de revenir vraiment de loin comme vous l'avez dit. J'ai perdu mon premier match et suite à ça, j'étais vraiment un peu abattu. Mais il y a une force qui m'a dit, mon frère, c'est pas encore fini. Du coup, je me suis mobilisé, je me suis révolté. J'ai dit évidemment, c'est pas fini. Même mon second match, j'ai terminé au premier abord. Après, je suis revenu au sport et j'ai pu égaliser et puis gagner par la fin. Cette phase finale du Bénin e-sport League 2024 a été précédée dans la même journée d'une porte ouverte sur le e-sport. C'était l'occasion pour les enfants et les parents de connaître ce sport ainsi que les métiers du numérique liés à ce sport digital.
Notons que les vainqueurs des différentes catégories dans le Bénin eSport League 2024 représenteront le Bénin à 2 compétitions, notamment au Togo, à savoir Gaming Arena 3 le 27 août prochain et ensuite au Nigeria à Cage 24 de Game Evo. Toujours dans le même registre, un peu plus tôt dans cette même journée, une porte ouverte a eu lieu pour permettre aux enfants et aux parents d'aller à la découverte de ce sport cérébral qui est en pleine ascension au Bénin. Ces derniers ainsi que les responsables des différents ateliers de cette porte ouverte livrent leurs impressions. Ils sont au micro de Aneldo. Moi aujourd'hui je suis là pour animer l'atelier de programmation, pour un peu initier les enfants à la programmation, leur montrer en fait les avantages de la programmation aujourd'hui et l'importance que ça a sur l'économie et les débouchés d'aujourd'hui et de demain. Je suis en train de gérer le poste de Tekken, qui est un jeu de simulation de jeu de combat, un jeu qui apporte vraiment beaucoup en matière intuitive, réflexe et aussi d'intelligence de jeu. Aujourd'hui, nous sommes là pour initier les enfants aux notions de réseau informatique, puisque là on est dans le cadre des jeux vidéo. On va voir ensemble avec eux comment ça marche les réseaux informatiques, quel est le lien avec les jeux vidéo et les notions de sécurité informatique derrière ça. Au niveau du stand de jeux de société, nous avons le Scrabble, nous avons le Uno, nous avons le Jenga, des jeux de dames, d'échecs. Nous avons également des jeux de cartes classiques, nous avons le Monopoly et nous avons le 1000 bornes, ainsi que le loup-garou. On a choisi ces jeux-là déjà pour divertir les jeunes et les adultes en dehors des ateliers qui ont lieu sur place, mais également parce qu'en majorité, ces jeux-là sont des jeux de réflexion et de stratégie. J'anime le stand d'atelier robotique où des enfants passent par groupe pour venir justement se faire challenger à travers les différentes missions qu'on va leur demander d'accomplir. Pour les initier à la robotique, nous avons utilisé des kits Lego. Donc c'est des kits qui permettent justement à travers le jeu d'enseigner aux enfants la robotique, les STEM. STEM, ça veut dire sciences, technologies, informatique et mathématiques. Donc à travers des kits ludopédagogiques. Donc c'est des Lego, donc des jouets auxquels ils sont habitués depuis l'enfance, qu'on va ramener maintenant dans un contexte un peu plus technique où ils vont apprendre à faire de la mathématique, de la programmation et de la physique. J'ai participé à l'atelier dessin. Au début, j'avais pas très envie d'y participer. C'est mon frère qui m'a poussé à y aller. Et bon, disons que j'ai bien aimé. J'ai pu rencontrer d'autres personnes qui dessinent comme moi. On a pu échanger. Et si je finis, je vais continuer ce que j'étais en train de dessiner. Je suis ravi d'être ici. Et c'est un plaisir pour moi de participer au jeu. Et franchement, c'est une bonne initiative. C'est accessible, je dirais. Un peu nouveau, c'est normal que ce soit difficile si on ne connaît pas certaines choses. Mais bon, c'était assez facile. Quand on parle d'e-sport, en tant que parent, on est un peu réticent. Mais on sait très bien que c'est ce que les enfants aiment. Voilà, cet univers virtuel. En fait, ça fait partie du quotidien des enfants. Donc, c'est une bonne chose pour eux de découvrir en fait comment est-ce que ce qu'ils ont l'habitude de découvrir à travers les jeux, comment est-ce que tout cela est mis en application pour que cela devienne en fait ce qu'ils jouent à la télé. À l'échelle internationale, des centaines de morts ont été recensés après des glissements de terrain mardi 30 juillet 2024 dans l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde. Dans le district de Wayanad, au moins 300 personnes sont mortes après de multiples glissements de terrain. Selon l'agence de presse chinoise, 4 personnes ont été secourues vendredi 2 août 2024 par l'armée dans la région de Padavettikunu. Des destructions massives en vies humaines, mais également de biens ont été enregistrées. Selon les informations, une opération de secours et d'assistance de grande envergure est en cours dans la zone sinistrée pour aider les survivants, retrouver les disparus et retirer les corps des décombres.
RFI informe que plus de 1000 personnes ont été retrouvées par les secours après le drame. D'après un spécialiste du climat à l'université de Kerala, cité par le média français, ces glissements de terrain et inondations à l'origine des centaines de décès sont causés par le changement climatique. Le ministre des conseils de village estime qu'il faut arrêter de construire dans certaines zones et interdire les forages et les minages pour éviter d'éventuels drames. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.